introduction aux blockchains et aux monnaies numériques. Où tu veux que je passe? Bon, je te ferai signe. En insistant sur le travail fondateur de deux cryptographes qui s'appellent Haber et Stornetta et qui sont selon moi les véritables inventeurs de la technologie blockchain. Donc en insistant sur le rôle fondateur, le travail fondateur d'Haber et Stornetta concernant le fonctionnement d'institutions de dépôt de brevets dans un univers complètement digital. J'ai rédigé le texte de cette intervention et vous avez mon courrier électronique là, si vous le souhaitez, écrivez-moi et je vous transmettrai ce texte. Alors il y a des passages en bleu qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Voilà. On entend généralement par blockchain une solution à un problème de confiance dans un réseau informatique. Il s'avère en effet que dans un réseau sans hypothèse particulière, c'est-à-dire un réseau entièrement décentralisé sans autorité de confiance, où personne donc a priori ne fait confiance à personne, eh bien une blockchain permet à tout le monde de prouver sa bonne foi. En considérant que celle-ci puisse être mise par écrit, datée et consignée, il se dégage ainsi l'existence d'un registre qui rassemble l'ensemble de ces preuves. Une page donnée représente un certain nombre de certifications, ayant toutes en commun de partager plus ou moins la même date de création. De manière technique, et pour des raisons que l'on va voir, au lieu de parler de pages d'un livre, on parle de chaînes de blocs ou de blockchain. À noter que l'expression blockchain prête à confusion. Dans la presse, elle représente aussi bien l'hypothèse du problème, réseau décentralisé sans autorité de confiance, que sa solution, expression d'un consensus sous forme de registre. Le premier à s'être penché sur la question avec le regard d'un informaticien est Leslie Lamport, prix Turing 2013. Vous savez peut-être qu'il n'y a pas de prix Nobel en informatique, il y a deux prix qui sont le prix Turing et le prix Gödel. Donc prix Turing 2013, il s'est penché sur la question des années 80. Il lui a donné le nom de problème des généraux byzantins. Il s'agissait alors d'étudier la gestion d'éventuels défauts dans un réseau informatique. Les informaticiens aiment bien donner des noms un peu originaux à leurs problèmes. On rencontre ainsi le problème du dîner des philosophes sur l'allocation de ressources en informatique théorique. Le problème soulevé par Leslie Lamport est concrètement le suivant. Des généraux byzantins, dispersés autour d'une ville, font le siège de celle-ci et doivent établir un plan de bataille. Mais parmi les généraux, il y a des traîtres dont la parole n'est pas fiable et les communications peuvent de plus être interceptées et ou modifiées par l'ennemi sans qu'on le sache. En général, Leslie Lamport a montré qu'il n'y a pas de solution à ce problème, sauf cas particulier. Une blockchain est donc une singularité. C'est une solution au problème des généraux byzantins. Elle ne peut exister qu'en rajoutant des hypothèses fortes à l'énoncé du problème de Lamport. La première hypothèse forte est l'impossibilité de modifier les messages transmis. On estime qu'il est impossible pour un ennemi d'altérer le contenu d'un message, même s'il est intercepté. La seconde hypothèse est une hypothèse plus technique que nous verrons plus tard. Mais d'abord, expliquons pourquoi il est légitime de faire la première hypothèse. L'article de Leslie Lamport a été publié en 1982. Au même moment, la cryptographie asymétrique se rendait populaire dans le monde académique et industriel après l'avoir été dans le monde militaire. Il s'agit d'un tournant dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du chiffrement et de l'humanité. Pour la première fois, deux personnes, que l'on appelle traditionnellement Alice et Bob, sont en mesure de communiquer de manière sécurisée sans partager de code secret au préalable, comme c'était le cas auparavant avec la cryptographie dite symétrique.
l'exemple le plus simple est le chiffrement de César, donc en cryptographie symétrique. Donc il consiste à décaler les lettres d'un message donné par un nombre déterminé de chiffres. Par exemple, en décalant toutes les lettres de l'alphabet par 18 de manière circulaire, ceci constituant un secret partagé par l'expéditeur du message et son destinataire, la première lettre de l'alphabet, A, devient S, qui est la 19e, et bonjour devient ce qui est écrit ici, TGF, BGMJ. Dans le cadre de la cryptographie asymétrique, au lieu de partager un secret commun avec son correspondant, comme dans la cryptographie symétrique, ce qui nécessitait en particulier d'avoir un secret commun pour chaque interlocuteur, on n'a besoin que d'une clé privée que l'on garde secrète, tel un mot de passe, et d'une clé publique que l'on peut communiquer à tout le monde, y compris aux ennemis, telle une adresse électronique. Le principe de la cryptographie asymétrique a été découvert par Whitfield Diffie et Martin Hellman en 1976, qui ont reçu l'an dernier le prix Turing. Ce principe est devenu ensuite opérationnel grâce aux travaux de Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman en 1978, que l'on connaît surtout à travers l'acronyme RSA. La cryptographie est tellement présente aujourd'hui que l'on ne s'en rend même plus compte. Elle est utilisée partout, à travers les cartes de crédit, les courriers électroniques et bientôt l'Internet des objets. Donnons deux exemples d'utilisation de cryptographie asymétrique. Grâce à la clé publique de Bob, Alice peut chiffrer un message que seul Bob, à l'aide de sa clé privée, est en mesure de déchiffrer. Autre exemple, Alice, avec sa clé privée, peut signer un message donné qui peut être authentifié comme venant d'elle par tout le monde grâce à sa clé publique. Avec l'invention de la cryptographie asymétrique, il devient impossible d'altérer un message sans toucher à sa signature. En particulier, on ne peut pas faire croire qu'Alice a écrit un message si elle ne l'a pas réellement fait, à moins, bien sûr, de prendre connaissance de sa clé secrète ou de casser des algorithmes de cryptographie que l'on considère sûrs, bien sûr, en première approximation. Dans un réseau, comme un réseau pair à pair, où les messages sont signés, et où il existe plusieurs voies de transmission, la cryptographie asymétrique rend donc techniquement impossible le fait de bloquer ou d'altérer le contenu d'un message. Ceci constitue une hypothèse très forte par rapport à l'énoncé du problème de l'emporte. Un concept fondamental en cryptographie, asymétrique ou non, est celui de fonction de hachage. Il est utilisé notamment pour signer en pratique des messages. Une fonction de hachage est une fonction dite à sens unique, possédant certaines propriétés techniques d'absence de collision. Elle prend en entrée un message de taille quelconque et retourne très facilement une suite de chiffres et de lettres de longueur toujours fixée. 256 par exemple pour la fonction de hachage la plus utilisée aujourd'hui, SHA-256, inventée par la NSA. L'image d'un message par une fonction de hachage peut être vue comme une empreinte numérique. Une empreinte ressemble à une suite de chiffres et de lettres répartis de manière aléatoire. Et il est impossible de deviner le message si l'on n'a connaissance que de son empreinte. Il est par ailleurs impossible de trouver deux messages différents possédant la même empreinte. Les fonctions de hachage sont utilisées en particulier pour prouver l'intégrité d'un message. Par exemple, si Alice envoie par courrier électronique à Bob un fichier volumineux ainsi qu'un hash de ce fichier, c'est-à-dire une empreinte numérique, Bob, en calculant le hash du fichier reçu et en le comparant à l'empreinte initiale, saura si le téléchargement s'est bien passé et s'il est en possession du fichier qu'Alice a réellement souhaité lui transmettre. Nous allons progressivement présenter le fonctionnement de la blockchain la plus sûre qui soit à l'heure actuelle, à savoir la blockchain du Bitcoin. Elle existe depuis plus de 7 ans et a prouvé sa robustesse. Elle représente un modèle de blockchain. Et de fait, toutes les autres blockchains existantes l'ont copiée, voire parfois reproduite à l'identique,
ou en changeant seulement quelques paramètres mineurs. Cela ne veut bien sûr pas dire que c'est un modèle indépassable, mais il convient de l'étudier et de comprendre son fonctionnement. Le Bitcoin est un réseau pair à pair permettant l'échange d'une monnaie entièrement digitale appelée Bitcoin. L'annonce de sa création a été faite à travers un forum de cryptographie sur Internet par un pseudonyme intitulé Satoshi Nakamoto, qui se présente lui-même comme un Japonais de 40 ans, mais beaucoup en doutent. Il a pendant un temps répondu précisément et activement sur différents forums pour expliquer le fonctionnement du Bitcoin. Et avec d'autres, il a contribué à améliorer la première version du code. Puis, en décembre 2010, il arrête de donner signe de vie, prétextant être passé à autre chose, peu de temps après avoir désigné le développeur Gavin Andresen comme son successeur. Il y avait eu, avant le Bitcoin, plusieurs tentatives de création de monnaie numérique. La première tentative remonte aux travaux de Chaum en 1983. David Chaum est un grand cryptologue américain, fondateur en 1982 de l'International Association for Cryptologic Research, qui représente la plus haute institution de cryptologie dans le monde du point de vue de la recherche académique. Il est aussi le créateur de DigiCash en 1990, la première monnaie électronique. Ces différentes tentatives auraient pu fonctionner, mais le fait est qu'elles ont toutes échoué pour des raisons différentes. Par exemple, Cybercash a été l'une des rares victimes du bug de l'an 2000. Il était clair d'emblée que le problème ne pourrait être résolu que par des techniques de cryptographie. En effet, une pièce de monnaie entièrement digitale ne peut se résumer à un fichier anonyme, comme une pièce d'1 euro ou un billet de banque. Si tel était le cas, un simple copier-coller aurait des effets dévastateurs et créerait instantanément de la fausse monnaie. Il faut donc qu'une pièce de monnaie digitale porte la signature de son propriétaire. Et comme une pièce de monnaie passe de main en main, elle doit donc représenter une suite de signatures électroniques. De la sorte, il n'est pas possible de voler de l'argent. On ne peut envoyer de l'argent que si on l'a précédemment reçu. Payer revient à transférer un message reçu aussi simplement qu'il est possible de transférer un courrier électronique. Supposons que Bob reçoive une somme d'argent de la part d'Alice. Qui lui prouve qu'Alice n'a pas dans le même temps transféré cette somme à d'autres personnes de la même manière que l'on peut transférer à différentes personnes le même message? Si rien ne s'y oppose, en admettant que tous les destinataires d'Alice soient des vendeurs, avec une seule et même somme au départ, préalablement reçue, elle est en mesure de réaliser plusieurs dépenses. Elle peut par exemple passer un achat de téléphone portable auprès de Bob, puis, quelques instants après, acheter un billet de spectacle auprès d'Oscar. Mais dans un monde numérique, la seule escroquerie possible est la double dépense. Comment éviter qu'un tel scénario soit possible? La manière la plus simple serait de s'assurer qu'il existe sur le réseau où circule la monnaie digitale une autorité de confiance qui passerait son temps à examiner les transactions. Cette autorité déciderait ou non de les certifier en apposant ou non un sceau numérique sur chacune d'elles. Concrètement, cette autorité tiendrait un registre et y inscrirait les transactions légales. Dans l'exemple cité plus haut, cette autorité ne retiendrait que l'achat du téléphone portable et rejetterait l'achat du billet de spectacle venu après. Cette position d'autorité de confiance est sensiblement la même que celle d'une institution telle l'INPI en France, Institut national de la propriété industrielle sous la tutelle du ministère de l'Industrie et basée à Courbevoie, qui enregistre des dépôts de brevets et décide donc de l'antériorité d'un document de même nature par rapport à un autre. Dans les années 90, Stuart Haber et Scott Stornetta, dans les laboratoires Bell, se sont interrogés sur le rôle que pourrait ou devrait tenir une telle institution dans un monde totalement digital. Leur réflexion est à la base de la technologie blockchain. Parmi les 8 références citées par Nakamoto dans sa petite bibliographie, 3 renvoient à des articles d'Haber et Stornetta.
c'est dire leur importance. Ce sont eux, les réels inventeurs de la blockchain. Les idées de créer une chaîne de blocs et d'y regrouper sur chacun d'eux des documents numériques en un arbre binaire leur sont dues. Nakamoto a ensuite adapté leurs travaux au problème du Bitcoin. A priori, la plus simple façon de procéder pour ce service de brevet est de signer un message contenant la date courante et l'empreinte du document numérique, le hash, à destination de son inventeur. Ce message signé peut tenir lieu de certificat. Plus tard, si l'inventeur veut prouver son autorité sur une découverte, il lui suffira de produire le document numérique qu'il a enregistré auprès de la société telle l'INPI ainsi que son certificat. Tout le monde pourra constater qu'effectivement, la date annoncée par l'inventeur se trouve bien dans le certificat de brevet. Le seul problème est qu'il faut avoir une confiance aveugle en l'Institut de dépôt de brevet. Une société corrompue pourrait faire croire à l'antériorité de n'importe quel document. Antidater un document est très simple à faire avec cette méthode. Il suffit de signer un message avec une fausse date. Comment éviter que cela soit possible? La solution est philosophique, comme expliqué au début d'un des articles d'Haber et Stornetta. De la même façon qu'un historien peut prouver qu'un certain document a été écrit après une certaine date T, en constatant qu'il se fait l'écho d'événements dont on sait avec certitude qu'ils se sont déroulés après cette date T. De même, si l'on veut prouver qu'un document a été écrit avant une certaine date, il faut que d'une manière ou d'une autre, ce document soit lui-même source d'événements ayant eu des répercussions après sa création. Voilà, toute la philosophie de la blockchain est dans ces deux premières lignes de l'article d'Haber et Stornetta de 1992. Concrètement, voici la solution imaginée par Haber et Stornetta pour éviter tout risque de fraude au sein d'un institut de certification de dépôt. Imaginons qu'Alice vienne enregistrer un document D, par exemple un logiciel représenté par son H, grand H. Aujourd'hui, c'est surtout Peugeot, si vous regardez les échos, page 16 d'aujourd'hui, qui dépose beaucoup de brevets. Donc, on imagine donc qu'Alice vienne enregistrer un document D, donc représenté par son H, grand H à la date grand T, et qu'en retour, elle ait reçu un certificat de dépôt grand C auprès de la société d'Oscar. Vient ensuite Bob, à l'instant T', après grand T, qui cherche aussi à déposer un document D', ou son H, H', ce qui revient au même, auprès de la même institution de dépôt de brevet. Au lieu de donner comme certificat de brevet C', la signature d'un message contenant H' et T', Oscar va signer un message contenant H', T' et C. De cette façon, la création du certificat de dépôt C a créé un événement qui a des répercussions auprès de toutes les certifications qui ont eu lieu après elle, en l'occurrence ici C', de sorte qu'il est impossible pour Bob de prouver l'antériorité de son invention avant celle d'Alice, même si l'institution de dépôt de brevet est corrompue. On imagine ainsi le travail à la chaîne d'un tel institut de certification de dépôt. Vous voyez, alors les flèches, là, CN, au-dessus, pardon. D'accord. Ben, c'est ça le plus important. Moi, je préfère que les gens comprennent ça au moins que le reste. On a noté HN+1 à l'empreinte du document brut DN+1, alors que CN+1 est le certificat de dépôt recherché. On obtient ainsi une liste de certifications reliées entre elles, c'est-à-dire une chaîne de certifications. Imaginons maintenant que l'Institut de dépôt de brevet ait beaucoup de succès, avec beaucoup de demandes pour certifier un document à une certaine date grand T. Dans ce cas, pour des raisons d'efficacité, Haber et Stornetta proposent de rassembler tous ces documents à certifier dans un arbre binaire, selon un modèle proposé par le cryptographe Ralph Merkle, pionnier de la cryptographie asymétrique. Dans ce cas, on obtient une suite de blocs de certification qui constituent une première blockchain. Tout se passe comme si l'institution de certification des dépôts détenait un registre où chaque page contient un ensemble de certifications regroupées en arbres. Ce registre est infalsifiable car les événements s'enchaînent les uns aux autres. Blockchain un peu plus haut, s'il te plaît.
Donc revenons au problème de création d'un réseau monétaire. Dans le cas où il existe une autorité de confiance, en appliquant les techniques d'Haber et de Stornetta, on peut facilement entrevoir le rôle que doit tenir une telle autorité. Elle consiste à rassembler régulièrement des paquets de transactions et à les signer dans des blocs contenant chacun, en plus de la date de création, l'empreinte du bloc précédent. C'est un exemple de blockchain avec autorité de confiance. Et dans les journaux, on entend souvent parler de tel procédé. Vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire, ça existait avant le Bitcoin. Le problème est simple à résoudre. Il n'y a pas besoin d'astuces particulières. Un vendeur, appelons-le Bob, qui a la possibilité d'interroger le livre des comptes tenu par cette haute autorité, au moins pour une transaction d'Alice en sa faveur, sera sûr de la bonne foi de sa cliente s'il voit figurer cette transaction dans ce registre. Une seule vérification suffit à Bob pour être certain que son compte vient d'être crédité du montant de l'achat d'Alice. Le Bitcoin est une solution au problème des généraux byzantins de Leslie Lamport, dans le cas particulier où les transmissions ne peuvent pas être interceptées et modifiées. Elle s'appuie sur l'existence d'une monnaie digitale, le Bitcoin. Plusieurs autres solutions ont été proposées, Ripple, Ethereum par exemple, mais à ce jour, elles se ressemblent toutes. C'est juste que... Voilà, c'est là. Elles se ressemblent toutes au sens où le mécanisme de blockchain est celui expliqué par Haber et Stornetta. Les utilisateurs sont incités à rajouter de nouveaux blocs à la blockchain. Le premier qui y parvient gagne de l'argent. Chaque personne qui souhaite écrire sur la blockchain doit d'abord passer par un péage. Ce péage prend la forme d'un puzzle à résoudre. Les puzzles sont tous différents d'une machine à l'autre et ce n'est pas toujours l'ordinateur le plus puissant qui gagne. Dans ce cas-là, cette puzzle s'appelle la preuve de travail. Enfin, le mécanisme de récompense est aléatoire. Notons qu'on peut imaginer d'autres péages possibles. Certains ont proposé de remplacer la preuve de travail par des preuves d'existence. Signalons également qu'il est possible de rajouter d'autres messages que des transactions financières dans les blocs de la blockchain. Ceci est rendu possible grâce au mode OP Return apparu dans la version 0.9 du Bitcoin. Nous n'en sommes qu'à la version 0.12 aujourd'hui. Le moyen de communiquer avec la blockchain s'en est trouvé simplifié. De ce fait, il est possible d'inscrire dans la blockchain des informations quelconques qui, au final, se retrouvent comme gravées dans du marbre. En particulier, on peut se servir de la blockchain comme notaire. Notons aussi que le mode OP Return et la possibilité de programmer les échanges d'argent a facilité les possibilités de colored coins et ouvert la voie aux contrats dits intelligents. Voilà. Si vous avez des questions. Je tiens à remercier particulièrement Cyril, parce que l'exercice n'est pas facile. Faire comprendre à une population où dans la salle vous avez un expert Orange qui travaille sur un sandbox pour voir la robustesse d'une techno chaîne.com et quelqu'un qui est complètement novice au mot blockchain, l'exercice n'est pas du tout facile. Donc si vous avez des questions, mais je remercie d'autant plus la prestation de Cyril. Question pour Cyril, au moins on peut en prendre une, j'arrive. J'ai compris que... Ouais, je suis là. J'ai compris que dans la blockchain, c'est la preuve de travail qui assure la sécurité du réseau complet. Que sans cette preuve de travail, au final, le problème des généraux byzantins n'est pas complètement résolu. Et la question est la suivante. Donc on comprend comment ça fonctionne dans le cas d'une monnaie. Dans le cas d'un contrat, comment est-ce qu'on peut remplacer cette preuve de travail par d'autres types de preuves et comment c'est construit pour assurer la sécurité du réseau de façon ancrée? On peut imaginer des blockchains avec des fonctionnements autrement que celui du Bitcoin ou Ethereum. Vous voyez, comme je dis, toutes les blockchains d'aujourd'hui se ressemblent toutes.
hein, parce qu'il faut donc une incitation, il faut inciter les gens à écrire, à rajouter des nouveaux blocs. Et ça, lorsque vous avez une monnaie derrière, c'est simple, hein, l'incitation est claire. Si vous prenez part à la maintenance, ben vous gagnez de l'argent. Si vous n'avez aucune incitation à prendre part à la maintenance, ben, vous laissez a priori la porte ouverte à des êtres malfaisants avec des mauvaises intentions de prendre, de faire des malversations et de prendre le contrôle de la blockchain. Aujourd'hui, le Bitcoin, donc la première hypothèse que j'ai dit, hein, donc c'est Bitcoin et les autres marchent parce que, il y a la cryptographie asymétrique qui fait qu'on ne peut pas altérer le contenu d'un message, et deux, parce qu'il y a une hypothèse qui est que la somme de puissance de calcul des personnes honnêtes sur le réseau est supérieure à la somme de puissance de calcul des personnes malhonnêtes. Voilà. Donc, pour comprendre véritablement le Bitcoin, il faut aller jusqu'au bout de l'article de Nakamoto et faire le petit calcul sur la ruine du joueur. Vous comprenez que la seule escroquerie, c'est l'escroquerie à la double dépense dans ce contexte. Donc, quelqu'un qui veut réaliser une telle escroquerie, eh bien, va devoir faire croire qu'elle a envoyé réellement un paiement qui est enregistré sur le registre, et puis après, une fois qu'elle a reçu le bien de consommation qu'elle a payé, elle va déchirer les pages de ce registre et les remplacer par d'autres. S'il est très très facile d'écrire sur la blockchain, eh bien, vous voyez, un type avec un ordinateur ultra puissant, il sera capable de le faire. Donc, on ne veut pas ça. Donc, vous voyez, donc il faut absolument un péage. Ouais. Il faut un péage pour pouvoir rajouter des nouveaux blocs. Pour pouvoir écrire sur la blockchain, nécessairement, il faut que ça soit un peu compliqué. En même temps, il faut inciter les gens à le faire, à écrire sur la blockchain. Vous voyez, donc Bitcoin, c'est bien pour ça, ou vous l'appelez... Alors après, vous pouvez donner d'autres noms, marketing, je ne sais pas moi, dire que c'est pas de l'argent, dire que c'est du gaz, dire que... Je ne sais pas moi, enfin bon... Mais c'est pareil, il faut que ça soit un mécanisme de récompense aléatoire. Puis également, hein, donc sur la preuve de travail, hein, parce que apparemment c'est une fausse idée, hein, la preuve de travail, les gens résolvent des preuves de travail, ces preuves de travail sont toutes différentes d'un individu à l'autre. Hein. Un mineur va résoudre un problème qui est différent de celui d'à côté, parce que les transactions rassemblées ne sont pas les mêmes, et puis en particulier dans les transactions, il y en a une spéciale qui est une transaction à la faveur du mineur. Donc de la sorte, le problème n'étant pas les mêmes pour tous les ordinateurs, ce n'est pas toujours l'ordinateur le plus puissant qui gagne. Par contre, il est vrai que plus l'ordinateur est puissant, plus il y a des chances de miner plus vite. Mais il n'a des chances que proportionnelles à la puissance de calcul de son ordinateur. Voilà. On peut imaginer d'autres fonctionnements de blockchain. Voilà. À l'heure actuelle, la plus sûre, c'est la blockchain du Bitcoin. C'est comme ça. Voilà. On va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Encore un grand merci, Cyril.